De la naissance de l'univers à la vie sur Terre, on cherche l'origine, le point de départ. La mémoire se met en marche. Elle se transforme, se répand sur toute la planète. Elle s'installe à Marseille depuis plus de 2600 ans. Elle emmagasine les vies humaines, végétales et minérales. Dans les abysses des mémoires, on cueille des perles de culture intimes afin de constituer ce collier où les âmes humaines font jaillir la mosaïque de notre vie. Bonjour Nadia, la mémoire pour toi, quand tu la regardes, elle t'évoque quoi en tant que fille, femme, mère? Dans quel berceau naturel ça te renvoie? Justement, j'essaye de ne plus opposer les communautés, les gens les uns aux autres. Je parle des communautés, non, les habitants les uns aux autres. Il faut arrêter, c'est ce que nous essayons de faire. C'est ce qu'on a essayé de faire dans Marseille se renouvelle. C'est ce qu'on a essayé de faire aussi dans le cadre des 60 ans d'indépendance algérienne pour dire oui, c'est aussi des histoires et c'est ce qu'on dit le cardinal Aveline, c'est ce qu'on dit, quelles que soient les communautés d'ailleurs. Hein. Ce documentaire, c'est aussi une manière de dire à ces enfants issus de l'immigration, la 3e, la 4e génération, je ne parle même plus de la nôtre, de dire soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers de ce que sont vos parents, soyez fiers de l'histoire de vos grands-parents, soyez fiers du parcours de vos grands-parents. Alors ici c'est la famille Tigilt, Algia, Chala, c'est ma mère, je suis sa fille. Là on est à l'Estac, rue Pasteur. Alors ma mère a 98 ans et moi j'ai 72 ans. يلا ديال الوطن ميزور زوجة غبوريدن غير باشن. Tu peux traduire? Alors elle a 98 ans, elle s'est mariée, son village c'est l'Algérie le pays, son village c'est Ouadamizour, et elle s'est mariée avec mon père à Barbacha, le village Bourguiden. Donc elle avait 4 sœurs. Elles sont 4 filles et 3 garçons. Alors mon père s'appelle, son mari est mon père, en fait il a 2 prénoms. Sur les papiers c'est Mohamed Saïd et on l'appelle Hamou. 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 Donc voilà, donc ça c'est mon papa. أنا بابا النقمة تاعك طلع والحاج حاج عطلة حاج عطلة. Voilà, c'est El Hadj Artala. Et le prénom? El Hadj. Mon père est présumé né en 1935 à Khenchela, dans une fratrie de 5 enfants. Il a perdu son père très tôt, à l'âge de 2 ans, et sa mère s'est remariée par la suite. ما خليت اليوم ما خليت ميت مظال ما خليت مرصاي خلاص. Donc en fait, il a grandi. اللي هي صرحت في عنابة صرحت في قلمة صرحت في عزابة ما خليت حتى بلاصة. صرحت واش هي ما؟ Paysan? Ouais, ça va. Il a fait le berger en fait. Donc en fait, il allait travailler chez les bergers, il allait travailler chez les gens pour récolter un peu d'argent pour ramener à sa mère. Et ce qu'il m'a dit, c'est une parole forte, il m'a dit j'ai vécu comme un orphelin toute ma vie. Donc c'est une vie d'orphelin qu'il a eue et il m'a dit voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire pour pouvoir ramener de l'argent à ma mère, puisqu'à l'époque, en 1935, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de possibilité de manger si ce n'est par la sueur de son front. Vous appelez comment, monsieur? Hawassi Nakli. Hawassi Nakli. Vous avez quel âge? J'ai 85.
85. 6-10-38. Vous êtes né le Le 6 6-10-38. octobre 1938. Mon père, il fait dans le terrassement, il fait un peu les maisons, le charpentier, quoi. Et ta mère? Ma mère est à la maison avec des enfants. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle va faire? Et là, quand tu grandis à Clé, Oui, tu es dans les montagnes de Bourkhlifa, oui. est-ce que tu vas à l'école? Non, on n'a pas l'école. On n'a rien. On était malheureux totalement. On n'a pas l'école. On n'a pas la piste. On n'a pas de l'eau à la maison. On n'a pas la lumière. Rien. On est comme les animaux, pareil. Tamachaout, c'est des choses, Tamachaout. Tamachaout, c'est les histoires anciennes. L'histoire des anciens. Anciennes, oui. Voilà. Des films anciens, des trucs qui s'est passé avant, qu'on ne connaît pas, on l'attend. C'est les grandes personnes. Mais c'était qui, ton C'est les grandes grand-père, ton personnes qui père? racontent des choses. Parce que les jeunes, ils ne savent pas. C'est que des grandes personnes qui racontent tout. Qu'est-ce qu'ils ont entendu auparavant. Mamie Rabat. Mamie Rabat. Et vous, madame, vous appelez comment? Moi, je m'appelle normalement Chir Fatima Zora. Et pour moi, il m'appelle Zaya. Eh ben, j'ai 87. Non, 88. 88 ans. Et Fatima? Moi, 78. Moi, Oui. moi j'ai né à Bouchada. Bouchara, c'est où? Sahara, c'est dans le Sahara. C'est dans le Sahara. C'est où il y a le Midia. Mais il y a ça algérien, marocain, tu Non, vois ça? algérien. Algérien. Et vous êtes né où? Constantine. À Constantina. Ouais. C'est où ça? C'est en Suède ou en Eh. Algérie? C'est où? À l'Algérie. Constantine, c'est en Algérie. Oui, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est pour ça. C'est comme ici Marseille, pareil. C'est pas loin de, enfin, de tout un Eba, il y a beaucoup de Non, il y a villes. 200 km Même à pas. Alger. Entre Alger, c'est 700 km. Non, ça c'est de Annaba à Alger. 700 km. 700 km de Constantine jusqu'à Alger. D'accord. Maintenant, vous êtes né dans le Sahara Ça, tu me- Ouais. et vous êtes né à Constantine. D'accord? Comment vous avez fait pour vous marier tous les deux? Ni connaissance, ni rien du tout. Il y avait une grand-mère, elle est venue demander mon père. Elle a dit, si tu me donnes... Enfin, il y en a beaucoup qui ont demandé, mais mon père, il ne voulait pas. J'avais 15 ans et demi quand je suis mariée avec lui. Le berceau culturel se trouve quand même dans la presqu'île du Cap-Vert, et dans la ville donc de Dakar, où je suis né, où la famille à laquelle j'appartiens est de tradition, on va dire, lébou, c'est-à-dire c'est cette communauté culturelle qui vit au bord de la mer, l'océan Atlantique, qui est de tradition pêcheur, et en même temps aussi qui sait faire dans la culture un peu au bord voilà, de la mer. Il y a de temps en temps des petites parcelles de terre où aussi ils cultivent les petits éléments qui accompagnent les produits halieutiques. L'Afrique a été un continent, le berceau de l'humanité d'abord, pour sa richesse spirituelle, culturelle et philosophique, parce qu'il y a eu beaucoup de grands penseurs en Afrique. On dit même beaucoup de fables de La Fontaine sont des fables qui ont été inventées en Afrique, qui ont existé en Afrique, effectivement. Il y a, bon, bien sûr, les gardiens de cette tradition qu'on appelle les griots chez nous, qui vous racontent l'histoire, et donc vous ne pouvez pas vous démettre de cette fonction-là, qui est quelque chose... Est-ce qu'on est tous un peu griots en soi, qu'on a grandi là? Oui, parce que vous apprenez l'histoire de votre famille à travers des personnages dont c'est la fonction sociale dont on parlait au début de l'entretien. Chacun a son rôle. Les griots vous transmettent des choses. Tout au long de cet espace méditerranéen, et alors on voit bien que d'abord on disait les flux migratoires, ils vont des fois du nord vers le sud, de l'est vers l'ouest, ça suit c'est la rose des vents, mais elle tourne quoi, hein, elle tourne. Comme la Terre. Comme la Terre.
Est-ce que je peux vous tutoyer? Oui, 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 bien sûr. Et t'appeler Jean-Marc? Oui, 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 Ouais. moi aussi je peux. Ah oui, bien Ali, sûr. bon, Ouais. très bien. Et comme ça, on partage Ça sera plus du simple lien. parce qu'on Ouais. se connaît déjà, C'est donc bon. c'est plus simple, sinon on va se prendre les pieds dans le tapis. Bonjour, vous êtes avec Jean-Marc Aveline et chez lui, enfin là où il habite, dans son bureau, c'est-à-dire à l'archevêché de Marseille. Alors moi je suis ce qu'on appelle l'archevêque, donc je suis responsable de l'église catholique à Marseille. Et donc cette maison est le lieu où j'habite et en même temps le lieu où il y a des bureaux, où voilà, les équipes travaillent aussi. Alors moi je suis né en Algérie, je suis l'aîné de la 4e génération à être né en Algérie. Les premiers, ils étaient arrivés à la fin du 19e siècle en provenance d'Andalousie, à une époque où en Andalousie il devait y avoir des sécheresses ou des famines, enfin ou des difficultés. Et du coup ils ont été assez nombreux d'ailleurs, les Andalous. Nous, on était de Almeria. Et ils étaient nombreux à passer en Oranie, parce que c'est tout proche. Almeria, Oran, c'est pas loin, en kilomètres, à vol d'oiseau. Et beaucoup d'Andalous, là, sont partis chercher du travail. À l'époque, les flux migratoires, ils allaient plutôt du nord vers le sud pour chercher du boulot. Tu es avec Mylène Frappa. Et là, plus précisément, à Saint-Henri, chez moi, voilà, ma famille est du Cap-Corse. Et dans le Cap-Corse, qui était très misérable à une époque, beaucoup d'hommes sont devenus des marins. C'était une des issues économiques. Et Marseille a été un port d'attache fort. Et il y a beaucoup de Corses qui disent ils sont redevables à Marseille parce que c'est leur ville nourricière, quoi. Donc c'est très étonnant, mais moi je me sens presque dans mes racines une branche qui est plus costaud, plus conséquente que l'autre. C'est celle de la Corse, quoi, hein. Je suis peu marquée par là d'où vient mon père, hein, j'en sais pas grand-chose. Et moi, mon enfance, après, bon, donc, ils ont gardé cette maison, et mon enfance, je l'ai vécue non seulement avec mes parents, mon frère, ma sœur, mes oncles, on vivait en autarcie, quoi, familiale. En autarcie, en communauté, tous ensemble. Quand on était enfant, il y avait des rituels pour les Corses. Les rituels, c'était, en vivant sur le continent, de se retrouver régulièrement entre nous. Donc j'étais très attachée. C'est épisodique, c'était comment? Le dimanche, parce que dans la semaine, mon père travaillait, il travaillait beaucoup et tard. Et donc le dimanche, très souvent, on se retrouvait des familles corses, ou proches des mêmes lieux, quoi, des mêmes villages, ensemble, chez les uns, chez les autres, chacun apportait un gâteau. Voilà. Je suis né à l'Estac depuis 73 ans maintenant. Lui, mon père, il est né à Marseille. C'était mon grand-père qui est né au Portugal et qui est venu à pied du Portugal. C'est-à-dire qu'à l'époque, au Portugal, c'était la misère aussi, parce que, bon, là, le pays est en plein développement, mais dans les années 30, c'était la misère. Ma pauvre mère est arrivée ici parce que c'était la misère dans les Pouilles à l'époque, et ma pauvre grand-mère elle avait 7 enfants. Donc, pour elle, ils ont immigré en France avec mon grand-père, qui malheureusement a été écrasé dans une carrière. Et ma pauvre grand-mère s'est trouvée veuve avec 7 enfants à l'époque. C'était où? Qui s'est fait écraser ton père? C'était il s'était fait écraser dans une carrière de Chagnon. Ouais, à l'Estac, hein? Ah, ouais, à l'Estac. En 51, j'ai rentré à l'armée. À l'armée? À l'armée. C'était à l'armée française. Oui. Ce moment, c'était la guerre de l'Indochine. 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 Voilà. Alors Monte Castillo. Voilà. Je partais là-bas en Indochine. Moi, j'ai engagé pour 3 ans. Ben, j'étais à 3 ans. J'étais à Saïga. Ouais. À Saïga, j'étais, en Indochine. Et c'est parti loin de l'Algérie, c'était Voilà.
Vous êtes parti à pied, en bateau? Vous êtes parti Non, en bateau. En bateau? En bateau, on était parti. On est resté un mois dans le bateau. Un mois de Dans la traversée. mer, c'est trop loin. Et alors, quand tu traverses la mer, que là, tu quittes l'Algérie, Ouais. tu arrives à Saïgon. Saigon, oui. Là aussi, c'est pas pareil, non? Non, c'est pas pareil. C'était le chinois, la base, et j'étais le gazerne militaire français. Tout ça, on était là-bas. Et combien d'années? Tu es resté 8 ans? Non, j'ai resté... 4 ans. Ouais, 4 ans. 4 ans. Après, tu quittes le Saïgon et tu reviens où? Après l'indépendance de la Chine. De l'Indochine. Ouais, bien vous. Ouais. Bien vous. Ouais. J'étais bien bombardé. أنا حكمت عام في الحبس استقلال بس في الحبس نتاع فرنسا Il a. وعمي قتلوه مسامية. Ça, c'est intéressant. Il était emprisonné juste avant l'indépendance. Il était dans les geôles en fait de l'armée coloniale française. وإحنا شراونا أنا وعمي المبارك شراونا مالينا بالصورد من القياد والأميرات مدونا من الصورد بس وراك حطونا باش يقتلونا. En fait, باش تقتلنا فرنسا. sa tête était mise à prix durant la période en fait de la guerre. Lui et son oncle. Par l'armée française. Par l'armée française, et il a été vendu par des habitants de Renchla et emprisonné. Et donc, emprisonné, il est resté 1 an en prison, torturé, et son oncle est mort devant lui, puisqu'ils l'ont tué devant lui. Français, Oui. à l'époque, c'est la France encore. Oui, encore c'est là, oui. Ouais. C'était quoi, en 56? À 58, il m'a appelé à l'armée. Il m'a appelé à l'armée, on m'a envoyé un télégramme, j'étais parti à Château-Vinciel, à la caserne Château-Vinciel. C'est où Château-Vinciel? C'est à Paris. Ouais. Je rentre à la caserne, il y avait un capitaine devant la porte. Nous, on rentrait avec le bagagetage, à moitié traîné par terre. En rentrant, le capitaine là, il m'a donné un coup de pied. Je dis, pourquoi vous faites ça, mon capitaine? Enfin, je n'ai pas dit mon capitaine parce que je ne connais pas. Je dis, pourquoi vous faites ça? Il m'a dit, t'es pas content? Je dis, bien sûr, je ne suis pas content. Il dit, je suis venu pour faire service, par le coup de pied. Je suis tombé avec mon main dans les sections algériennes. Comme ça, on comprend bien. Mais malgré il y a que des Arabes là-bas. Ils parlaient que l'arabe. Moi, je ne connais pas l'arabe. Après, il y avait le sergent-chef là, c'est un engagé. Le sergent-chef là, un jour, il m'a dit, Gerba. J'ai dit, qu'est-ce que c'est Gerba? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je continue à marcher. Il dit, Gerba, je continue. Il m'a donné un coup de pied. Je dis, pourquoi tu me donnes un coup de pied? Il me dit, t'es pas content? Je dis, bien sûr, tu me donnes un coup de pied, je serai content avec toi. Il m'a donné un autre. Moi, j'avais le fusil sur les épaules. Je suis en plein l'estomac. Combien de temps tu es resté à l'armée? Je suis resté 3 ans. Après 4 mois, on a fait les 4 mois à Toulouse. Après, ils m'ont envoyé à l'Algérie. C'est la guerre d'Algérie, là? La guerre d'Algérie. Ils m'ont envoyé là-bas. En arrivant là-bas, j'ai demandé les soldats. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites les soldats? Il m'a dit, celui-là qui a un métier. Il peut se faire son métier. Celui-là qui a rien, il va attaquer ses frères à la montagne. J'ai pensé, j'avais un boulangerie là-bas, à la caserne. J'avais renseigné déjà. Après, un autre capitaine là-bas, il m'a dit, qu'est-ce que c'est comme métier? J'ai dit, mon capitaine, j'ai fait le métier de boulangerie. Et il m'a envoyé à la boulangerie. Moi, je n'ai jamais fait le pain. Ça t'a sauvé, ça. Pour éviter de faire la guerre. Voilà. À quel âge ils arrivent ici, à Marseille? En 59. En 59, ils arrivent à Marseille. 1959. Et ils arrivent où? À Marseille, l'Estac. On n'a pas Alors, bougé. ils arrivent à l'Estac. Oui. Et est-ce qu'elle a des enfants quand elle arrive ici? Oui, 7. Elle a déjà 7 enfants là-bas. 7 là-bas et 7 ici. Voilà. مرة وإذا كان يروح نقير السنة خاطي وإذا كي دير 19 وإذا كي دير Oui, elle a eu 14, elle a eu 16 enfants. En tous 19 elle a eu, avec les fausses couches, les décès, les tout. وتسالرم كيطرا C'est un bidonville. هاد كتلاوات كتشري سنة نقرا السنة كاع يطلعها نعلقها كاع. Je traduis. Alors, quand on est arrivé, bon, moi je me rappelle vaguement parce que j'avais quand même 6 ans, quand on est arrivé,
Ben, on avait une maison, bon, on va pas se plaindre parce qu'on est arrivé, on a trouvé que mon père, qui vivait déjà en France, il nous a déjà préparé une petite maisonnette, dont 3 pièces, une grande cour, et on est 9 dedans. Voilà, mais il n'y avait pas d'eau, l'électricité il y avait. Et ta mère disait que quand il pleuvait, l'eau rentrait... Ouais, ben oui, parce que la toiture, elle était mal isolée. C'était un bidonville, quoi. Bidonville. D'Algérie jusqu'ici, vous êtes venu en bateau, en avion? En bateau, moi je suis venu en bateau en bois. Le 11 mars 64, je me rappelle, on est monté de là-bas de Skikda, c'est là où il y a... On est arrivé ici, on est monté le 10, on est arrivé le 11. Je suis arrivé le 11 avec mon petit. J'ai rien amené, ni mes affaires, ni rien. J'avais l'ensemble que j'avais, et j'ai amené ma mère, elle m'a acheté un ensemble. Lui, il m'a envoyé un cadeau, un colis d'ensemble pour moi et le petit. Et ma mère, elle m'a acheté encore un. Ça fait que c'est que j'ai appris. Et après, elle m'a dit, tu vas en France et tu t'habilles. Alors là, Fatima, quand tu arrives, tu prends le taxi, tu croyais avoir une belle maison, tout ça? Ce que je pensais, arriver dans les bars, j'étais désespérée. Je lui ai dit, je vais partir. Je reste pas. Parce que moi, là-bas, on habitait dans une maison. Et le village. C'est où là-bas? À Constantine. Chez mes parents. Le grand village. Et quand tu arrives en France, tu te dis, je vais trouver meilleur. Je croyais, mais quand je suis arrivée à la Calade, qu'il y avait les poubelles, la saleté, tout ça, oh, je vais retourner. Je dis, je reste pas. Donc, et après, on est rentré en France, pas vraiment, puisque nous, on n'avait jamais été. On était venus d'Espagne, sauf qu'on était en territoire français. Et donc après, en 62, on est arrivé ici. Donc tu as été expatrié, toi, pas rapatrié, expatrié. Oui, c'est ça, oui, on peut dire ça comme ça, oui. On peut dire ça. Oui, rapatrié, ça avait été si... Mais on était nombreux comme ça, on connaissait pas ici, on n'était pas parti d'ici. Voilà, et donc on est arrivé à Paris. On est arrivé le 7 novembre 1962. Ça, c'est des dates qu'on n'oublie pas. Le 7 novembre, on est arrivé à Marseille, on a pris le Phocéen, le train, pour arriver à Paris le lendemain matin. Et là, on a dormi dans des petits hôtels qui étaient à côté de la gare de Lyon, qui étaient des hôtels pas chers, donc qui étaient des hôtels où la nuit, on ne faisait pas que dormir. Oui. Et où moi, qui étais petit, je gênais les activités nocturnes de ça. De 58 à combien? 58 jusqu'à 61. Le 14 juillet 61, je suis sorti. Ah, et quand tu es sorti, tu as été où? 58. Tu es parti où quand tu es sorti? En date où tu es parti? Et je suis retourné en France. Tu es revenu en France, à Paris? Oui, je retourne à Paris parce que je travaille déjà à l'usine. L'usine m'a repris à travailler là-bas à ma place. Je travaillais à l'époque à l'usine. Et je travaille je fais 3-8. Je travaille toujours à 2h du matin. J'ai pas à 2h du matin pour commencer le travail. Et je raconte à Fargo de police, ils m'ont arrêté avec le vélo. Parce que la nuit, il n'y a pas de trolley. Ils m'ont arrêté, les papiers, j'ai dit ça. J'ai la carte de l'usine, comme quoi je travaille la nuit. Il m'a dit, votre vélo, il n'y a pas la lumière. J'ai dit, si, il y en a. Le policier, il a donné un coup de pied, il m'a cassé le phare d'arrière. J'ai dit, oui, c'est toi qui l'as cassé. Il m'a fait une claque dessus là-bas. Comment je me dis, j'ai pleuré, j'étais jeune, j'ai pleuré. Et moi, j'étais le vélo dans le fargon, ils sont partis. Ils m'ont laissé, j'étais parti à pied. J'ai arrivé une heure en retard, le chef m'a levé une heure. Le vélo est là après. Moi, je continue à pied. D'accord, quand tu pars de Paris, tu arrives à Marseille, c'est kiff-kiff, le temps, tout ça? Non, j'étais pas bien. Tu n'étais pas bien ici? J'étais pas bien. Tu préférais Paris? Vraiment, j'étais pas bien. Pourquoi? Parce que la mentalité des Parisiens et des Marseillais, c'est pas la même. Toi, tu avais pris la mentalité parisienne? Parce que les Parisiens, c'est un peu pourri, ils parlent bien, c'est propre, tout ça. J'arrive à Marseille, ils m'ont pourri, j'arrive pas à supporter. Je suis arrivé ici, je sortais du bac, j'avais 19 ans, 20 ans, et donc voilà. Et ma première nuit, j'ai souvenir de l'avoir passée dehors, dans la rue, parce que nous connaissons personne, donc j'ai dormi dans la rue.
auprès de gens, parce que je ne connaissais pas cet univers-là, de clochards, comme on les appelait, qui avaient des chiens qui étaient impayés comme pas possible. Tu as vraiment connu l'arrivée sur les sous-sols. Ah oui. J'ai dormi vers le Vieux-Port parce que la personne qui m'avait donné son adresse n'était pas là. Donc du coup, on m'a dit, oui, mais il habite là. Je suis allé, on m'a dit, non, il a déménagé, il n'habite plus là. Donc je ne connaissais plus personne. Et puis le téléphone à l'époque n'existait pas. Comment appeler au secours? Il a fallu faire. Et Mardia, à l'époque, c'était la période où ils vivaient tous à côté. Tous. Il y avait beaucoup de familles. Oui. Oui. Là aussi, on partageait le froid, on partageait la faim. Exactement. On partageait, est-ce qu'il y a eu des moments il y a eu des maladies aussi dans cette période? ونستيا المرأة في تشفي مالا تصدى من الدواوين القبايل من تصدى مرة غيان الربيعة فين تسلي وين شي عنا طيبراتين مرة ذكرتيني مرة لكن شي عنا طيبراتين ديك سنتاريا نروح نسعدد مرة راديو dispensaire. Voilà, au dispensaire. Parce que toute la famille était malade, donc on a été convoqués à passer les examens. Il y avait un foyer de contamination, voilà. Et là ils venaient. Ils venaient, tout le monde, ils ont fait venir toutes les tractaires. En fait, tout le quartier a passé des examens. L'école, les enfants de l'école et tout, ils ont été convoqués. Ma mère a travaillé quand elle était jeune à Marseille, quoi. Et elle a travaillé dans une industrie qui allait ensuite exploser, mais qui était nouvelle à Marseille, celle du cinéma. Au moment où mon frère est né en 1948, mon père, qui avait été privé de famille, a demandé à ma mère d'arrêter de travailler et de s'occuper de la maison et des enfants. Juste pour te donner une anecdote, quand ma mère accouche de ma sœur en 65, elle accouche à la maison, donc elle se retrouve finalement à la clinique des Fabrettes qui aujourd'hui est fermée à Saint-Antoine, et dans la chambre, la télé. Elle n'a jamais eu de télé. C'est Catherine Langer qui était la speakerine de l'époque, qui a la télé. Ma mère pense que c'est de la sorcellerie, du vaudou, je ne sais quoi, se cache sous le lit. Elle se met à hurler, elle ne comprend pas comment cette femme, via une boîte, lui parle. Donc il a fallu que la sage-femme lui explique les choses. La question féminine, je ne l'ai pas saisie immédiatement. C'est quelque chose qui s'est imposé progressivement à moi. En grandissant, j'ai fait comme beaucoup de filles de mon âge où on n'avait pas une éducation, on nous apprenait pas à être femmes. On se l'est bricolé, quoi. Soi-même, dans le regard des autres, dans des formes de transgression, dans les expériences. Et là aussi, il y avait des humiliations, je vais le dire directement, la gestion du sang des règles. C'est humiliant pour une gamine, tu vois. Voilà. À bricoler tout ça. Il n'y a pas de repère, et il ne fallait surtout pas qu'il y en ait, parce qu'on va quand même se dire les choses. Mais même sur les questions de transmission, non, mais même tout ce qui pouvait toucher à la femme, tout ce qui pouvait arriver à une femme, c'était des questions qui étaient tabous. Alors si tu avais la chance d'avoir une sœur aînée, elle t'affranchissait, elle te disait, voilà. Mais si tu étais l'aîné, tu étais foutu. À 20 ans, je me suis retrouvée dans les quartiers nord à faire partie des militantes du mouvement de libération pour l'avortement et la contraception du MLAC. On était très peu nombreux ici, mais on a monté dans les quartiers nord, dans le 15e. Les réunions se passaient tous les vendredis soirs dans le centre social des Bourrélis, une section du MLAC où on recevait des femmes des quartiers qui se retrouvaient dans une misère absolue parce qu'enceintes, des jeunes femmes, des femmes plus âgées. Ils avaient compris qu'ils n'étaient pas les Immaculées Conceptions. Absolument. Bon, moi j'ai eu la chance d'avoir une sœur aînée, donc du coup, effectivement, elle m'a... Ouais, complètement. Elle me disait, voilà,
sur un tas de trucs, voilà. Mais par contre, il fallait surtout pas faire preuve de féminité. Quand ton corps, notamment à l'adolescence, se transformait, il fallait presque tout rentrer parce qu'il fallait rien montrer. Rabat, tu étais gentil avec ta femme? Oui. Tu faisais comme tous les hommes? Ah, oui. C'était quoi, toi? Tu travaillais, tu donnais les sous, et après, tu allais faire les courses? Non, tu allais faire les courses. Qui c'est qui faisait les courses? C'est elle, les tout. C'est elle qui fait. Moi, j'occupe rien. Que le travail? C'est vrai? Ah oui. Est-ce que tu faisais comme tous les hommes d'avant? Est-ce que tu frappais ta femme? Non, jamais. Elle est là. De quoi? Est-ce que tu frappais? Tu t'es une femme battue? Avant, je crois qu'il m'a donné un gifle une fois ou deux fois, il m'a frappé. Mais après, pourquoi il dit que c'est tel que tout? Parce que c'est moi qui gère. Et c'est pas compté. C'est pas compté. Même en Algérie, c'est pas compté les sous. Alors moi, je sais compter, moi je travaillais avec mon père, genre de comptabilité. Il y avait les Français, mon père il avait le magasin, voilà. Mon grand-père il avait le magasin, c'est pour ça. Mais oui, Voilà. Alors c'est moi qui fais tout. Ça fait que je comprends. Lui-même, les sous, même maintenant, l'euro, il ne connaît pas. Il ne connaît pas, il n'y a pas moi. Mais il lui manque rien. Il lui manque rien. Il y a même... Mais il est un peu jaloux. Il est un peu jaloux. C'est bien. C'est comme le moine. Il est jaloux. وفي ردورو ذي القاع وفي ردورو ذي القاع يا فكرتير مو فاندها يا الفكرتير مو فاندها. Donc là, quand il travaille en tant qu'ouvrier, est-ce qu'il connaît les fiches de paye, les heures, ou il avance comme ça? كي كنت خدام كي كنت مانوفر كنت تعرف الفيش دو باي والسوايع حقك ولا ما كنتش تعرف الحق؟ الفيش دو باي ايه والله ما نعرف لا حقي لا نعرف ولا والو. هات لي الصوار براد ما ناش محوط نطيش لا فيش دو باي نقطعو ما ناش محوطين عليه. Il cherchait pas la fiche de paye. هنا وين بقنا بلا لا فيش دو باي راهو تاع يحسبوا لك لانتريت. En fait, la fiche de paye, il s'en foutait complètement. Il prenait la fiche de paye, il la déchirait, il prenait juste l'argent. Et c'est beaucoup plus tard, malheureusement, qu'ils ont compris que les fiches de paye, ça servait à la retraite. De 65 à 83, ton père il va vivre seul ici. كنت قمرجي على روحي فيما رايح فيها في هذاك الوقت. لا سكرجي على روحي. مانيش مخمم. ساعة مانيش متزوج مانيش مخمم. ومن بعد هنا واللي كي درت الأولاد عدت نخمم على وليداتي ونخمم على داري. نعم هذاك الوقت كنت مزوج كان عندك الأولاد في 65. 65 كان نخمم نبعث لأولادي. Voilà, il a oublié en fait. نبعث لأولادي. Je lui ai dit comment tu as vécu durant cette période. Il m'a dit j'ai vécu comme un... Il me dit j'étais... alcool, j'avais oublié que j'avais une famille. Après dans la discussion, j'ai dit c'est pas possible. Il me dit non mais je t'ai pas marié à l'époque. Il a précisé, j'ai dit non. Quand tu étais marié, il me dit ah oui j'envoyais l'argent. Il me dit à l'époque j'avais... Donc il envoyait l'argent en fait. Donc combien de fois il allait une fois par an en Algérie? قداش وقت قداش مرة طابت الجزائر؟ واحد عام وتروح ولا؟ ساعات 6 شهور ساعات 7 شهور. Tous les 6 mois, 7 mois, il descendait. Ouais. Dans les années 60, c'était un petit casino. Et c'est là que mon père a pu acheter ce casino. Et c'est parti de là, il est resté commerçant toute son existence. D'ailleurs, tu avais tes parents qui venaient se servir chez eux, quoi, je veux dire. Hein. Voilà, tout le monde. Ben, après, j'ai rencontré ma femme qui travaillait pour mes parents et qui était d'origine espagnole. Et je me suis marié avec elle, où j'ai eu 2 grandes filles, Natacha et Myriam. Alors, disons que professionnellement, mes parents, ils avaient leur épicerie à Rio.
Et mon père a eu des problèmes de diabète et tout. Bon, donc il a mis en vente son épicerie, qu'il a vendue d'ailleurs à la ville de Marseille. Mais moi, à l'époque, j'avais un petit salaire, j'avais droit à rien. J'avais mes 2 enfants, je me suis trouvé au chômage, même pas au chômage, parce que je ne touchais rien. Je me suis trouvé à la rue, sans travail. Dès que le magasin a fermé, j'étais à la rue. Et avec 2 filles et une femme, mon ex-femme ne travaillait pas, et mes 2 filles elles étaient en bas âge. Natacha avait 4 ans et Myriam elle en avait 2. Et finalement, comme je fréquentais l'Estac, et j'ai rencontré le pauvre Joe Doria. Et il me regarde, oh Mino, tu as l'air du souci, hein, ouais, j'ai pas de travail. Tu n'as pas de travail? Tu sais faire le serveur? J'ai dit non, j'ai jamais fait le serveur. Eh ben, tu vas apprendre, il m'a dit. L'ancien propriétaire, il avait des problèmes avec sa femme parce qu'elle s'était fait la cavale avec quelqu'un et il est venu me voir. Alain, tu es toujours intéressé par mon épicerie? J'ai dit oui, mais vous savez, j'ai pas beaucoup d'argent. T'inquiète pas. Elle t'est intéressée, il me dit. J'ai dit ouais. Eh bien, on va signer un compromis. Et en 95, je m'apercevais que je venais de signer le compromis ici. J'ai acheté la rade après. Mais j'ai mené de front, comme j'avais des gros crédits, j'ai mené de front les 2 affaires. C'est-à-dire la rade et l'épicerie. Mais bon, l'épicerie, je me levais à 3 h du matin pour aller au marché. Et l'été, à la rade, je fermais à 3 h. C'est-à-dire le restaurant. C'est-à-dire que j'avais peut-être 2 heures à dormir par jour. يفكيرك صبغة ورش يون يكفى ثم المعنى. Bah après, donc moi j'ai choisi cette voie d'être prêtre. Mais ça c'est très tôt que tu as eu ça? Ouais, la première fois que j'y ai pensé c'était tôt. Hein. Je me rappelle d'avoir dit à mon père dans le jardin là justement, j'avais 9 ans. Moi j'ai fait, tu vois, je suis rentré en 6e à Victor Hugo, je suis ressorti en terminale. Là, j'avais 16 ans. L'idée d'être prêtre, elle était toujours là. J'avais d'autres trucs aussi, mais du coup, j'en avais parlé. Moi, je dis non, mais à 16 ans, non, il faut attendre un peu. J'ai eu un bon prof de maths que moi, je trouvais très dur, hein, mais qui était à la relecture, qui était bon. Il s'appelait Monsieur Amar. Et il avait, je me rappelle une fois, il m'avait interrogé, c'était en maths sup. Je m'étais planté complètement. Il m'avait crié, mais Aveline, vous êtes un âne fort. Aveline, au tableau. Je rentrais juste. Et là, bon, probablement il m'a aidé, j'en sais rien, mais en tout cas, ça s'est bien passé. Lui, il m'a fait avancer, tu vois. J'avais jamais raconté comme ça. Mais en le disant, je vois bien, quoi. Il m'a fait tomber parce que j'étais bancal. Donc, il m'a fait tomber. Et au moins, j'étais par terre. Et après, il m'a aidé à me relever. Et ça, c'est magnifique. C'est la symbolique de la vie, quoi. Ah oui, c'est la symbolique de la vie. Et je me souviens que quand j'ai été ordonné prêtre, c'était à la cathédrale, ma surprise, parce que moi je ne l'avais jamais revu, cathédrale de Marseille, je ne l'avais pas revu, j'étais ordonné prêtre en 84 et j'ai passé mon bac en 75. Et donc lui je l'ai eu en 76, 77, enfin voilà, en maths sup, donc tu vois, bon. Et je donnais la communion, et dans la file de la communion, je vois arriver Monsieur Amar. Waouh! Et ça m'a, tu vois, c'était l'épilogue. L'appel du cœur, de l'esprit, du corps, divise notre équilibre. Entre 2 rives, 2 collines, 2 amours, des vagues d'émotions fouettent notre être. Double peine, double joie, double culture. Un double plein, un double vide. Les rives nous séparent, la mer nous répare. Et surtout pour les enfants, est-ce qu'elle vous a poussé à être studieux? Pour être honnête, maintenant, oui, mais à l'époque, plus le garçon que la fille. Pourquoi? Parce que la fille, elle n'est pas censée faire un métier dehors. وين داك الميتيات الحمد لله. La fille, non. J'en fais partie, d'ailleurs. روحت تغليك ولا روحت قارن في كل زيك ملا فوقشيش تقشيشتي مي كيف نو تقشيش هو شي زاد تقشيش مو ما با ليسي me faire mes études تقشيش نبدل انت فوالا
Moi, c'est mon regret, je leur en veux. Personnellement, je leur en veux. Tout était tabou, honnêtement, tout était tabou. Nous, même pour la télévision, bon, à l'époque, il n'y avait pas de télécommande, j'avais le préposé au changement de chaîne. Nous, on avait ce petit quartier que tu as connu entre nous, dans la petite courette. Quand il y a une maman qui manque de sel, elle va, elle dit, bon, je prends du sel, elle se sert. J'ai plus de peine, je passe, elle sait où il est, elle se sert. L'autre, elle fait pareil. C'était une vie comme ça. Voilà, pour nous, c'est normal. Une maman qui vient d'accoucher, la voisine prend la relève pour s'occuper des enfants. Ah oui, la chouffe attitude, c'est vrai, là, tu as raison. Elle existait, mais nous, on ne surveillait pas la police, on surveillait l'arrivée de notre père, des grands frères. Donc effectivement, la chouffe attitude, elle existait. Notre vie, elle serait, s'il y avait l'école, on allait à l'école. Quand on sortait de l'école, on devait rentrer à la maison. Et d'ailleurs, après au lycée, tu n'avais pas intérêt de rater le bus, tu te débrouillais, tu prenais le bus. Ben, nous, il y avait des filles qu'on ne voyait plus, hein. C'est-à-dire que moi, j'avais des amis qui voulaient vivre normalement. Voilà, j'ai envie de dire vivre normalement, sortir, avoir un petit ami, sortir normalement. Si elle avait envie de se mettre du rouge à lèvres, elle n'avait pas besoin d'attendre d'être à l'arrêt de bus pour se mettre du rouge à lèvres, mais mettre son rouge à lèvres normalement. Puis nous, du jour au lendemain, ces filles, on ne les voyait plus. On ne les voyait plus. Alors c'était tabou, pendant quelques semaines, on ne nous disait rien. Puis après, quand on creusait, quand on cherchait à savoir ce qu'elles étaient devenues, en fait, voilà, on leur a dit, vous partez en Algérie en vacances, elles ne sont jamais revenues. On les a mariées à 17 ans et elles ne sont jamais revenues. C'est aussi une réalité. Il a fallu faire comme quand j'étais dans cet espace de circoncision, voilà, comment on vous apprenait à vous débrouiller seul, à vivre la solitude dont on parlait au tout début. Et bien, cette solitude-là est devenue une vraie réalité et du coup, dans la tête, beaucoup de choses, des larmes, de l'angoisse, de l'inquiétude. Et en même temps aussi, au moment, vous vous dites, quand je suis parti, des prières ont été faites, des conseils ont été donnés, et vous revoyez l'image des arrière-grands-parents, vous avez l'impression que voilà, quelque chose dans la tête se défile, et du coup vous dites, cette mémoire-là, eh bien, il ne faut pas que ça s'arrête ici. Eh bien, les étapes, c'est, j'étais venu pour mes études, ben, il a fallu, après me renseigner où je dois aller à Aix-en-Provence, parce que j'ai commencé là-bas, c'est où Aix. L'orientation. L'orientation, comment j'y vais, le car, combien ça coûte. J'avais un peu d'argent qu'on m'avait donné pour voilà, les premiers trucs. Et puis je suis arrivé à Aix. Et là, ben, je retrouve une communauté sénégalaise et chaque fois, il y a un étudiant qui m'hébergeait une nuit et ça a duré à peu près 2 semaines, 3 semaines. Chaque nuit, je dormais chez quelqu'un et en même temps, je prenais mes cours. Donc, la journée, je faisais bonne figure, j'étais là à l'école. Mais quand on apprenait des choses, j'avais plutôt la tête ailleurs parce que c'était le soir que vais-je manger, les questions du quotidien. Oui. Quand il allait là-bas, là s'entend le père, qui voyait ses enfants s'agrandir, la famille s'agrandir, et lui, il voit qu'ils grandissent, mais il n'est pas là. Qu'est-ce que ça lui fait? جبتهم لهنا عندي استحمدت ربي خلاص جدق نتاع خبز نقسموه مع بعضنا وناكلوه. Il m'a dit durant cette période, en fait, quand il descendait, bah, c'était un crève-cœur pour lui parce qu'il les voyait grandir et lui, il n'était pas à côté. Donc il ne pouvait pas faire autrement parce que derrière, il était obligé de les nourrir. Et donc quand il revenait, malheureusement, bah, pour oublier ce qu'il voyait, il avait recours à l'alcool. Il avait recours à l'alcool pour justement oublier, tout en travaillant bien sûr. Donc l'alcool c'était un médicament, c'est pour lui. L'alcool c'était un remède pour oublier a priori. Je suis marié à
En 68, juste l'année que je suis arrivé, 2-3 mois en arrivant. مي حداثاش مع ثوليو. Après, la première année, j'ai déjà une petite fille. Non, la troisième année. J'ai une fille qui est née en 71, le 5 mars 71. Là, Akli, quand tu as ta première fille, comment c'est pour toi? Ça change? Ça fait les racines. Ça fait les racines pour moi. Après, j'ai encore une autre fille, qui s'appelle Nadia. Elle est morte maintenant, elle est morte de cancer. Elle est morte à 15 ans. Après, j'ai un autre, parce que ma femme, elle insiste à avoir un garçon, elle n'en a pas. À chaque fois, c'est la fille, à chaque fois, c'est la fille. Elle a 4 filles. À Campagne-l'Évêque, j'ai resté 33 ans. 33 ans, à Campagne-l'Évêque, je travaille, même les week-ends, je travaille. Les particuliers. La semaine, je travaille chez mon patron, les week-ends, je travaille, parce que comme j'étais maçon, ouais, il y a toujours des gâches à faire. Vous avez décidé de partir au Panier, c'est ça? Oui. Comment ça s'est passé? Non, on est parti, en premier, on est parti à la rue de Terrasse, au Carme, Grand Carme. Oui, vous la connaissez, au Carme, en ville. Oui. On est resté là-bas une année. Une année, après j'ai déménagé. J'ai habité à la rue Présency. C'est où la rue Présency? C'est vers la rue d'Aix, en bas. La rue d'Aix, en bas? Oui, en bas. C'est la montée de la rue d'Aix. La rue d'Aix, c'est une petite rue perpendiculaire. Oui, les petites ruelles, là. Où il y avait les juifs, les magasins. Oui, il y a le tapis vert, tout ça, là. Voilà. On est parti, on est resté 8 jours, une semaine. Après, on a loué au Panier. On a pris au Panier, c'est la route de Poirier. La route de Poirier, j'avais la maison sombre et tout ça. Je suis restée quand même 4 ans. Après, je suis partie à la rue Porte-Pocinq. Quand je suis partie à la rue du Poirier, j'étais enceinte de Karim, là, j'étais enceinte de Karim. Hein? Oui, j'avais 4 ans, 4-5 ans. J'avais. De Panier, on a été au Laurier. Au Laurier, je me rappelle, la patronne qui nous a donné l'appartement s'appelle Madame Casanova. Là où tu as travaillé à Loricente. C'est là qu'elle m'a... Alors, elle nous a donné au Laurier, j'étais contente. On est arrivé au 11e étage, T5, magnifique. Mais après, 3 ans l'ascenseur en panne. Et monter avec les courses. Ou alors on monte par un autre bloc et on passe par la terrasse pour descendre au 11e étage. C'était dégoûtant. On est resté 20 ans, on est resté là. Oui, mais depuis qu'ils sont là, Simon, on enlève quand même. 20 ans. 37 ans on est resté là-bas. 37 au Laurier. L'entre-deux. Quand on ne sait pas où l'on va, on retourne d'où l'on vient. D'une rive à l'autre, la mer est notre antre. Par une injection d'iode, la traversée nous plonge au tréfonds de notre dualité. Qui suis-je? On passe d'une vague à l'autre. Une introspection en soi. Nos peines, nos pertes, nos retrouvailles, nos joies s'entremêlent. Cette thérapie des mers dissipe nos émotions troubles. C'est à ce prix que l'on se retrouve, se divise, ou que l'on se condamne à tout jamais dans cet entre-deux. C'est le monde associatif moi, qui m'a permis de découvrir la citoyenneté au quotidien, de découvrir Marseille. Dans ces composites, Marseille, je la voyais qu'à travers une carte postale. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'une carte postale n'est pas la ville elle-même. Marseille, je crois qu'on dit c'est la porte de l'Orient, mais pas que l'Orient, de l'Occident, de l'Orient et de l'Occident. Quand on est dans Marseille, on est presque dans le monde. On a l'impression que le monde est un laboratoire de coexistence universelle, de vivre ensemble. Et puis en même temps aussi les petits marchés qui nous ressemblent, le marché Capucin, le marché aux puces. Enfin, on est ici en Occident, mais il y a des poches qui nous permettent de vivre nos propres mémoires du passé. Parce que l'importance du collectif, j'en ai peu parlé, mais moi je me suis construite à travers les collectifs. Les collectifs militants, les collectifs familiaux, les collectifs de travail. J'avais la haine de classe, j'avais la haine des bourgeois, la haine des riches. À plusieurs, ça fait force. Il y a
aussi dans le collectif cette espèce de sensation du commencement, comme une histoire amoureuse, tu sais. Quand tu commences une histoire amoureuse pour la première fois, voilà, qu'il y a quelque chose qui te propulse un peu hors de toi quand tu es dans un collectif qui se réunit autour d'un objet. Mais moi, je trouve que c'est une aventure humaine extraordinaire. Donc ces années-là, donc ça va être 65 à 83 pendant 18 ans. Il va avoir le cœur là-bas, et la tête et le corps en train de travailler ici. C'est ça. En fait, il a fait venir ma mère, et en l'occurrence moi et ma petite sœur, il nous a fait venir dans les années 83, non pas par le rapatriement qui a été décrété par Mitterrand, mais il nous a fait venir tout simplement par le biais du voyage. Et durant cette période, il n'était même pas au courant, en fait, de la possibilité de ramener sa famille. Et comme il était en situation de chômage, il n'avait pas la possibilité justement d'avoir recours à cette loi, et ils ont voulu expulser ma mère. Et c'est une prof qui s'est plaint auprès de l'assistante sociale en disant, parce qu'elle a vu ma soeur pleurer, en lui disant ils vont les expulser, est-ce que vous pouvez intervenir? Et c'est une assistante sociale a priori qui l'a accompagnée dans les démarches administratives, et il a repris un emploi qui était moins bien payé que sa période de chômage, pour pouvoir justement régulariser la situation de mes parents, de ma mère. Et ta mère, comment, avec à 98 ans, justement, qu'est-ce qu'elle peut nous dire, justement, du poids et du deuil de la mort? Qu'est-ce que ça évoque pour elle? معنا الكرج أخي لعلي الكرج ما الكرج يتيماني كعاونا ربي لو كانوا يدعونا ربي تلقى صروخ الأقروين مكرد دمتو القسمة سيجارة الجاكال مكرد دمتو ويتكم 5 3 ويثما روحين تلقى بلاغ معنا حمد ربي شكرت حمد ربي شكرت حمد ربي شكرت. Ma pauvre mère a voulu se faire incinérer. Donc on l'a incinérée à la maison à Luynes. Ouais, cimetière de Luynes. Et j'ai gardé pendant 6 ans l'urne à ma maison. Avant j'habitais là à côté du bar français. Pendant 6 ans, j'ai gardé l'urne de ma mère dans l'armoire. Ben, chaque fois à son anniversaire, je pleurais. Elle était née le 2 mars 1925. Mais chaque fois je sortais l'urne, je mettais une rose et je pleurais. Et la volonté de mon pauvre père, parce que mon pauvre père, lui, ne voulait pas se faire brûler. Lui, il voulait se faire enterrer, mais quand il a ses dernières volontés, il a dit, le jour que je meurs, je veux que vous me mettez dans le tombeau l'urne de ma femme. Le linceul qui avait permis de couvrir ma mère quand elle est partie, parce que j'étais très proche, donc ce morceau de tissu je l'ai toujours et j'en parle avec mes enfants, je leur montre, ils le voient, ils le touchent. Et mon père qui était très croyant, musulman, très érudit, qui a tout appris tout seul presque, parce qu'il a perdu son père, autodidacte, il a perdu son père quand il est né, son papa était déjà parti, il est né en 1908 mon père. Et donc, il y a le petit chapelet qu'il avait et sur lequel je le voyais tous les jours. Voilà, faire sa relation de transcendance avec Dieu, avec le sacré. Et donc, ces 2 objets-là, j'ai besoin de temps en temps de les toucher moi-même, de les voir matériellement. C'est ton talisman, quoi. C'est mon talisman. Et des fois, quand je l'ai, je n'ai pas besoin de parler. À travers ces objets, les enfants aussi voient que, voilà, je suis en lien. Et ce lien-là, ils savent que je suis en lien avec qui. Et aussi, eux aussi se projettent. Il y a du monde derrière, quoi. Il y a du monde derrière. Après, il y a eu un événement douloureux aussi, hein, c'est la mort de ma sœur Marie-Jeanne. Donc elle s'était mariée, elle avait 2 enfants. Et puis en 3 mois, un cancer l'a emporté. Foudroyant. Ouais, cancer foudroyant. Alors là, ça a été très dur, parce qu'elle avait 48 ans. Quand ma petite sœur Martine était décédée, donc ce fameux cercueil blanc que mon père avait peint en blanc, avait fabriqué lui-même sur la table de la cuisine à Colombes,
au moment de fermer le cercueil, on avait mis dans le cercueil, je me rappelais bien, mais j'avais 7 ans, hein, le petit hochet en plastique de Martine. On l'avait mis dans le cercueil. Bon. Et donc on est allé prendre le cercueil, mais c'était pas un caveau, c'était... Voilà. Et quand on a ouvert le cercueil pour ne faire qu'un, parce que voilà, il n'y avait quasiment plus rien, sauf le hochet. Et alors on a mis le hochet dans le cercueil de Marie-Jeanne. Et ça a été un moment... mon père était là, ma mère aussi. Ça a été un moment à la fois très dur et... Tu sais, c'est des fois, tu as des concentrés dans la vie. Tu as des moments où tu... C'est comme si une fenêtre s'ouvre. Le paroxysme de la douleur, une petite lumière qui sort. C'est ça. Tu as quelque chose qui te fait voir ta vie dans sa cohérence, dans son unité. Voilà. Puis après, ça va, tu continues le chemin. Ça t'éblouirait sinon. مي حتى إذا جمع في الشور مي حتى إذا جمع في الشور والسوق ذي الهذور والسوق ذي الهذور. Avec ta famille, tu retournais pas en Algérie? Je retournais plus tard. Ma mère, quand je suis retourné, ma mère, je l'ai trouvé les morts pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je savais passer les morts. Parce qu'il n'y a pas de nouvelles. Mon père, il m'a envoyé un télégramme et m'a dit que ton père il est gravement malade. J'étais parti en Cora. J'arrive là-bas, ils l'ont enterré déjà. J'arrive en retard. Ce cimetière, comme tu disais, qui est là, visible, où beaucoup de jeunes périssent tous les jours. Comme disait Birago Diop, un poète, les morts ne sont pas morts, ils sont dans le vent qui bruisse, ils sont dans l'eau qui coule, les morts ne sont pas morts. Et c'est vrai que ça nous rappelle aussi un peu nous qui sommes encore vivants, que les formes de solidarité, on ne doit pas les laisser. Donc si je poursuis le proverbe, ils ne sont pas morts parce que notre mémoire intime les remet en vie. Exactement. Parce que ce sont des pays où on vit avec les ancêtres, les âmes, enfin quand on t'explique, ça se ressent. Puis j'ai envie de dire que c'est les morts, les vivants se fréquentent, se côtoient. Mais arriver là-bas, d'ailleurs c'est un truc de fou. C'est-à-dire que tu pars de Marseille, tu prends ton avion, tu arrives là-bas, c'est instantané, c'est comme le café. Hein. Entre l'ici et là-bas, je pense que c'est pas propre au corps, c'est commun à beaucoup de gens, quoi. Mais on a cette sensation de vivre sans arrêt entre l'ici et là-bas, être pleinement ici tout en ayant une part de là-bas, et être là-bas tout en ayant une part d'ici, quoi. Moi, j'avais une sensation très forte pendant longtemps. Je suis allée travailler régulièrement en Corse, donc je prenais le bateau très souvent, et il y avait un moment où je me sentais pleine. Il n'y avait plus ce clivage. C'est très bizarre. C'est quand ma voiture est sortie du bateau, qu'il y avait presque 2 roues encore sur le bateau et 2 roues sur le quai à Bastia. Et là, ce passage-là, tu vois, on avait effacé la mer et ce passage-là, il y avait un sentiment, là j'étais entière. يفكرك صبغة ورش يا ونيلي سمش مشهور. Quand tu es en Algérie, ça te manque la France, et quand tu es en France, ça te manque l'Algérie. Comment tu fais avec là-bas, pour partir en vacances? Non. Comment tu fais quand tu es là-bas et ici, c'est pareil? C'est-à-dire, au début, je reste une année, je reste 8 mois. Là, maintenant, non. Maintenant, pendant l'été, je restais 3 mois. Et là, il n'y a pas longtemps aussi qu'on est arrivé, je restais 1 mois et demi. Je ne veux pas rester trop longtemps. Non, parce que le mois de juin, le mois de juillet, c'est trop chaud. Le mois de juillet, il fait chaud. Il fait très chaud. Moi, ma mère, elle dit, quand elle va à Béjaïa, son cœur, il est ici parce que tous ses enfants sont là. Ah oui. Et quand elle est ici, sa maison là-bas lui manque. C'est ça. Elle n'a jamais trouvé la réponse. C'est pareil, c'est pareil.
quand je vais là-bas, il y a mes enfants. Et quand je viens ici, j'avais dû aller. C'est comme quand on dit à un enfant, tu aimes qui, ton père ou ta mère? Tu aimes autant ton père que ta mère, tu aimes les deux. Et j'ai envie de dire, c'est ce qui se passe. Pour nous, les enfants issus de l'immigration, c'est qu'on se sent à la fois marseillais, parce qu'on a construit notre vie ici et qu'on ne peut pas imaginer notre vie ailleurs, mais pour autant, on se sent aussi algérien, enfin moi, en ce qui me concerne. L'ADN Marseille est un processus naturel en continu. L'être, arrivé hier orphelin, mute au lendemain en famille nombreuse. Marseille a permis et permet aux âmes échouées de s'installer et de s'établir. Marseille est ce mouvement. C'est vrai, pour revenir à Notre-Dame de la Garde, c'est un lieu qui est pétri, les pierres, elles ruissellent de la prière de tant de gens, avec des mots différents, parfois des gens aussi qui n'ont pas les mots combien, qui disent moi je ne sais pas prier. Mais je dis, mais ça fait rien, vous êtes là, vous êtes monté, c'est ça votre prière déjà. Vous avez mis un petit cierge, vous avez, voilà, vous avez versé une larme, vous avez je sais pas quoi. Et avec tes enfants, non, est-ce qu'eux, ils ont eu de la rancœur vis-à-vis de toi? Myriam surtout. Quand je me suis séparé, elle m'en a voulu, elle m'a plus parlé. Elle m'a pas parlé pendant 4 ans. Non, pendant 7 ans. Mais au bout de la 4e année, je ne la voyais pas. Et un jour, je la rencontre à l'Estac. On se rencontre tête à tête. Je la regarde dans les yeux. Elle me regarde avec le teint au teint. Très fière. Et la parole qu'elle m'a dit, c'est comme si elle m'avait donné un coup au couteau. Elle m'a regardé dans les yeux comme ça, elle m'a dit ah, ça crève pas ça. Ça vient encore. On aurait dit, je l'ai attrapé comme ça, j'ai dit, je t'ai jamais frappé dans la vie, ne redis jamais plus ces paroles. Et toi, je l'ai poussé. J'ai pris ma voiture, de là jusqu'à ma maison, je pleurais comme un petit. 7 ans après, on a commencé à remanger ensemble et tout. Et elle m'a dit, ça m'a envie de pleurer. Elle m'a dit, papa, tu m'as pardonné? J'ai dit, bien sûr. Je joue au tiercé. Je fais une tiercé comme ça. À l'époque, tu appelais au 13-13. Je ne sais pas si tu te souviens. Je faisais le téléphone, 13-13, j'appelle. Numéro du Quintet, 134 millions. Je suis tombé à l'envers. Je crois à des choses dans la vie, tu vois. Le bon Dieu, je dis des fois, j'étais au bout d'un corps, je ne pouvais plus faire de crédit parce que j'avais des gros crédits de remboursement. Et la fatalité, il me tombe ce quintet pour pouvoir faire ma cuisine. Nadia, quand tu vois bien qu'est-ce qui t'a enlevé, mais il t'a donné autre chose après. Ouais. Il t'a donné des petits-enfants, des enfants. Combien? Oui. Et là, il y a les petits-enfants. Je ne sais même plus. Ben oui, donc c'est pour ça que... il y a une soixantaine, avec les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Un beau-fils de religion juive. De religion, oui. C'est un Marseillais. Un Marseillais, oui. Mais il n'y a que ça. Il y en a des espagnols, français, il y a un peu de tout. Et tout ce monde, avec tous les petits-enfants qu'il y a, est-ce qu'on peut dire que quand... Il y a même coréens. Coréens aussi? Coréennes. Ouais. Donc on est sur 4-5 générations, oui. D'accord? Oui. Est-ce qu'il y a quand même un héritage de ta mère qui traverse ces gens-là? Oui. Sur quoi tu me dis? Oui, alors c'est simple. J'ai les... Bon, je parle de mon petit-fils qui est le fils à Djamel. Sa mère, c'est une Française. Ben, chaque année, il fait le ramadan. Et ça, il le garde et il veut même faire la prière plus tard. La fille, tu vas mettre au monde, que tu penses que dans son ADN, tu as transmis ça? Oui. Je pense que mes parents lui ont transmis aussi. La condition ouvrière, ils lui ont transmis à elle parce qu'elle les a connus quand elle était petite.
Et je me souviens quand elle regardait ma fille, qui était sa seule petite fille, tous les autres c'est des petits-enfants, des garçons, les petits-enfants. Elle m'a dit une fois, elle est la femme que j'aurais aimé être. La question d'être grand-mère, je l'ai vécue avec les filles du garçon que j'ai élevé, Erland, puisqu'il a 2 petites filles, 2 filles qui ont maintenant 18 et 16 ans. D'abord, aussi bien avec les filles d'Erland qu'avec les filles de Lorraine, je ne suis pas dans un rapport éducatif, je n'ai pas ce souci de qu'est-ce que je transmets. Oui, il y a des règles qu'on respecte, mais ce n'est pas à moi que ça appartient. Ce qui appartient à moi, c'est comment, voilà, comment je construis la relation avec eux, sur quel échange, sur quel plaisir, sur quelle tendresse, sur quelle... Je chante une berceuse corse, par exemple. Dans l'éducation que j'ai donnée à mes enfants, il n'y a pas d'éducation de genre, ça très clairement. Et j'ai élevé mes enfants de la même manière. Et bon, évidemment, on parle librement. D'ailleurs, il n'y a plus de préposés au changement de chaîne. Ma fille parle aussi librement avec son père qu'avec moi. Je veux dire, il n'y a pas de discours adapté quand elle s'adresse à moi et un discours adapté quand elle s'adresse à son père. Nous sommes ses parents. Mes enfants, pour moi, c'est le cœur. Voilà. C'est de mon cœur. Mes enfants, c'est mes enfants. Il y a pas, je ne les abandonne jamais. Jamais. Et est-ce que tu, comme il faisait tout le monde... Mes enfants, je les dis, toujours, je les dis, attention, il n'y a pas un frère ou il n'y a pas une sœur qui vient contre son frère ou un frère et contre sa sœur. Je dis, vous étiez toujours ensemble. Toujours. Voilà. Je suis fière, je suis très contente. Ah ouais. Quand je dis j'ai 16 enfants, 17 petits-enfants, 11 petits arrière-petits-enfants, je suis très fière. Je suis contente. ولي قري مدير زحمة ربي الحمد لله أنا نروح لبلادي العيش كالسلطان. Yazid, juste là, comme ça, en même temps que tu fais la jonction dans les deux, dans la réponse, justement entre ceux que les parents ont trouvés à Marseille, dans le travail, dans la construction familiale, et à 90 ans, qu'est-ce que lui il a donné à Marseille, à travers ses enfants, à travers les positions économiques? Alors, il t'a répondu, en fait, dans sa réponse, en fait, pour faire une traduction, il te dit, premièrement, toujours, hein, ils ont cette sagesse de remercier Dieu quoi qu'il arrive. Il a précisé quand même que toute cette période de misère où il a vécu, eh ben, elle a été complètement oubliée par la réussite de ses enfants, par la réussite de personnel, parce qu'il précise aussi qu'il a construit 3 maisons en Algérie, en étant manœuvre ici, qu'il a fait le pèlerinage 3 fois, et en plus, ses enfants ont réussi. Donc il est plutôt satisfait quand même de cette réussite qui lui fait oublier toute cette phase quand même très douloureuse, cette phase de misère. Du sacrifice. Ouais. L'orphelin qui est promené dans les montagnes de Richla, aujourd'hui, il a créé sa propre tribu, son propre clan. Combien vous êtes aujourd'hui? À travers la descendance de ton père et de ta mère. Et c'est plus aussi des contributions pour Marseille surtout. Pas loin de 50. 50 descendants. Ah oui. Est-ce que dans ta famille aussi, il y a aussi tout ce mélange qui reflète Marseille, dans les mariages, dans les métissages, tout ça? Ben, c'est ce qu'il est en train de dire en fait. Il a un enfant en fait qui est marié avec, comme il dit lui, une Française. Oui, ça veut dire en fait Gaulois. Gaulois, c'est ça. Avec une Gauloise. Donc. Filtre sans filtre. Sans filtre. Elle était direct. ملوي تحزلا سيالسي والفالي تزالني. Je voulais tout ça le matin, je me trouve à 19. Faire Marseille ou Paris maintenant? J'ai toujours le rêve de Paris. C'est vrai? J'ai toujours un rêve, parce que j'ai passé une vie comme les rois. Très belle période. Bien mangé, bien habillé, beaucoup d'hommes et tout ça, mais on arrive ici,
Entre le mariage et la liberté, c'est pas pareil. J'ai grandi à cause de la famille. Là. Tu reçois aussi tout le monde dans ton restaurant? Ah ben moi j'ai de la viande halal, j'ai du couscous, j'ai fait la marmite portugaise, des spaghettis à la bolognaise. Il y a toutes les cultures qui se mélangent dans ma cuisine. Marseille, elle est difficile, mais elle nous met en mouvement. Et c'est ça que j'aime dans cette ville. Comment? Elle nous garde en vie. Elle nous garde en vie. Elle le garde, tu vois, dans cette nécessité de mise au travail. Comme disait l'autre, objet inanimé, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et dont la force de vivre et d'aimer. Je crois que Marseille, c'est une ville unique par sa géographie, par sa composition sociologique, par son histoire. Et par aussi le courage qu'elle a à la fois d'accueillir tous ces migrants qui viennent et d'essayer de faire en sorte que ça se renouvelle et que ça soit un. Finalement, quand tu voyages en Méditerranée, tu vois que des villes qui ont gardé leur cosmopolitisme, eh ben, il n'y en a presque plus. Il y a Marseille. Il y a Marseille. Istanbul, ça l'a été, mais ça ne l'est plus. Alexandrie, ça l'a été, mais ça ne l'est plus. Beyrouth, ça l'est un peu, mais il n'y a pas de communauté juive. Surtout avec ce qui se passe tu en vois, ce moment. Ouais. Barcelone, c'est pas trop son truc. Bon, il y a un peu des villes d'Italie. Bon, mais Marseille. Comme on dit le dicton, quand on sait plus où on va, on retourne d'où on vient. Ben voilà, parce que là, il y a beaucoup de jeunes. Nous, chez moi, dans ma famille, on en parle beaucoup, parce que les petits-enfants, ils me questionnent énormément sur comment on a vécu, comment on a grandi. Elle, en particulier, elle s'intéresse énormément à notre vie qu'on a vécue depuis l'Algérie. Elle a même fait un exposé à l'école pour ça. J'allais te dire, de par la réussite et la trajectoire de certains, je te dirais, ils ont contribué modestement dans le secteur dans lequel on est. Nous-mêmes, on est impliqués dans le secteur de la busserine, dans les différents mouvements associatifs. On a contribué à notre manière. Mes frères et sœurs, certains enseignent, certains contribuent, j'allais te dire, comme tout bon citoyen. Mais c'est sûr que Marseille, on l'aime. Bon, mon père, bon, voilà, malheureusement, il n'a plus sa tête, voilà, il a Alzheimer, il y a des moments où il est avec nous, il y a des moments où il n'est pas avec nous. Quand je lui dis, je suis devenue maire de secteur, maire du 15-16, il me dit, de tout le 15e, c'était du 15 et du 16. Mais lui a bloqué dans le 15, il me dit, même des égalades. Et moi, je veux que ces jeunes déjà connaissent l'histoire de ses grands-parents. Parce que quand tu leur expliques, quand tu dis oh, il faut aller jusqu'au centre-ville, c'est compliqué, on va leur expliquer qu'à leur âge, leurs grands-pères ont pris leur baluchon, sont arrivés en France, voilà. Donc c'est aussi une leçon de courage. Hein. C'est aussi une leçon de courage. Et je pense que ces jeunes aussi, ils ont besoin aussi de transmettre des messages positifs. داني داني دان داني داني يا لا لا انا وغزالي في الجبل لقط نوار انا وغزالي يا لا لا انا وغزالي في الجبل لقط نوار انا وغزالي يا لا لا انا وغزالي في الجبل لقط نوار انا وغزالي يا لا لا انا وغزالي في الجبل لقط نوار انا وغزالي يا الماما انا وغزالي في الجبل لقط نوار داني داني دان داني داني يا لالا انا وغزالي في الجبل لقط نوار انا وغزالي يا لالا انا وغزالي في الجبل لقط نوار داني داني دان داني داني يا لالا انا وغزالي في الجبل لقط نوار انا وغزالي يا لالا انا وغزالي في الجبل لقط نوار انا وغزالي يا لالا انا وغزالي في الجبل لقط نوار
وغزالي يا لالا، انا وغزالي في الجبل لقطة نوار، انا وغزالي يا الماما، انا وغزالي في الجبل لقطة نوار. داني داني دان داني داني يا لالا، انا وغزالي في الجبل لقطة نوار، انا وغزالي يا لالا، انا وغزالي في الجبل لقطة نوار.